Écrasés, empalés, brûlés vifs, écrabouillés par des trains, dévorés vivants, traînés en enfer. Vous savez, juste des trucs Disney. Aujourd'hui, nous classons les destins des méchants Disney, du moins aux plus horribles. Maintenant, avant de passer aux choses morbides, nous devons parler des méchants qui s'en sont sortis sans aucune conséquence. D'abord, seul le chasseur de Bambi est ici un méchant à peu près justifiable. La légende de son tir fatal sur la mère de Bambi a marqué des générations d'enfants. Peut-on vraiment appeler cela un mal dans le contexte du film? Il chasse pour se nourrir. Bien que la perte de Bambi soit tragique, il est compréhensible que le chasseur ait évité tout problème à la fin. Mais on ne peut pas vraiment en dire autant de la Reine de Cœur. La Reine de Cœur, coupeuse de tête du Pays des Merveilles, inspire la peur à tous qui tentent sans de l'apaiser. Lorsqu'Alice trébuche dans le Pays des Merveilles et croise la route de la Reine, le chaos s'ensuit alors que la Reine exige la tête d'Alice. Cependant, seule une seule potion révèle la véritable nature de la Reine, la réduisant à un simple 2 de carreau, tremblant devant la nouvelle taille d'Alice. Mais quand la potion cesse d'agir, l'avantage d'Alice disparaît et la Reine retrouve sa splendeur. Mais tout cela n'est qu'un rêve d'Alice, laissant la Reine dans une situation inhabituelle. Bien qu'elle ne soit peut-être jamais traduite en justice, elle n'existe pas non plus dans la réalité, ce qui rend son destin des plus curieux. Mais il fallait que nous parlions des méchants de Pinocchio. Gideon et Grand Coquin, deux escrocs, finissent par travailler pour Stromboli, le marionnettiste cruel, et le cocher propriétaire de l'île au plaisir, où des enfants désobéissants sont transformés en ânes pour être vendus comme esclaves. Oui, c'est eux, c'est aussi terrible que ça en a l'air. Ces méchants incarnent l'injustice, car leur sort reste inconnu dans le film. À la fin, ils dirigent toujours leurs opérations, peu affectés par Pinocchio. La seule difficulté, c'est l'évasion de Pinocchio. Il faudrait une suite où ces types s'en sont réglés façon John Wick. Sur ce point, le cavalier sans tête échappe lui aussi au bras long de la loi. Cette entité du folklore local effraie Ichabod Crane, qui doute d'abord de sa réalité. Mais une rencontre avec le cavalier effraie Ichabod, qui s'enfuit. Le film ne révèle jamais le destin d'Ichabod, suggérant qu'il aurait pu se réfugier ailleurs. Même si cette issue paraît insensée, elle n'est pas confirmée. Des indices du conte original suggèrent que Brom Bones serait le cavalier exploitant la légende pour écarter Ichabod. Si c'est vrai, le cavalier serait peut-être juste un outil d'intimidation, pas un meurtrier. Dernier méchant échappant à la justice. Tante Sarah, Si et Ham. Sarah n'est affectueuse qu'avec son neveu et ses chatons, méprisant les chiens comme Lady. Cette antipathie offre aux espiègles Si et Ham l'occasion de semer le chaos dans la maison, accusant Lady de leurs bêtises et poussant Sarah à la chasser avec la muselière, ce qui prépare le terrain pour les événements qui suivent dans le film. L'inquiétude de Sarah pour la sécurité du bébé Darling est compréhensible, mais elle conduit à un traitement injuste de Lady. Malgré leurs actes, Sarah et le duo turbulent ne subissent aucune conséquence et restent dans la maison, du moins dans la version animée. Mais passons maintenant à la catégorie partie vaincue. Ces escrocs ne s'en sont pas sortis indemnes, mais sont généralement repartis la queue entre les jambes. Commençons par le fou. Le fou, le fidèle acolyte de Gaston, ne connaît pas le même grand destin que son patron brutal. Après une tentative de raid ratée sur le château, il est simplement chassé jusqu'au village. En tant que lèche-bot de Gaston, il s'est contenté de suivre les ordres et sa punition ressemble davantage à une tape sur les doigts. Passons maintenant à Madame Mime. Merlin défie en duel la sorcière après avoir piégé Arthur chez lui. Malgré sa ruse, elle attrape la grippe de Merlin et reste alitée avec la maligolintométrose. Ce n'est pas le pire sort, seulement quelques semaines de maladie. Avec un bon traitement, c'est gérable. Comparée à d'autres méchants, elle s'en sort bien. Pour un véritable méchant emblématique de Disney, nous avons Chernobog de Fantasia. Chernobog, sombre figure démoniaque de la montagne chauve, est considéré comme le grand méchant de l'univers Disney. Cependant, lorsque le soleil se lève et qu'un groupe de chanteurs apparaît en chantant Ave Maria et en agitant des lanternes, Chernobog se retire dans sa montagne. Il ne meurt pas, il boude comme un adolescent angoissé en vêtements off-topic et claque la porte de sa montagne. D'accord, Chernobog, on est tous passés par là. L'agent de studio de Penny n'est plus là. Malgré ses efforts pour sauver Bolt, ses stratégies cupides ont mené au désastre. Ignorant de l'angoisse de Penny à propos de son chien perdu, il a remplacé Bolt par un remplaçant timide, ce qui a mené au chaos et à une quasi-tragédie. Même dans le chaos, il pensait au profit. La mère de Penny, furieuse, l'a chassé et annulé les missions. Malgré les tentatives avec des extraterrestres et des relookings, même les fans fidèles de Bolt restaient sceptiques. Avec le personnage principal parti et Bolt porté disparu, le sort de la série est scellé. C'est une pâle copie de Bob l'éponge après le film. Bonne chance pour la nostalgie dans 10 ans. Edgar Balthazar s'est clairement fait avoir, aucun doute. C'est un méchant classique, cherchant à hériter de la fortune de Madame Bonfamille, mais examinons les faits. Madame lègue sa fortune à ses chats, des créatures sans qui ne peuvent même pas communiquer.
Pour Edgar, c'est comme perdre contre des boules de poils qu'il soigne depuis des années. Être envoyé à Teen Buck comme punition, oui, c'est un peu sévère. TikTok, le temps du capitaine Crochet est passé. Le pire cauchemar de ce pirate n'est pas qu'un réveil bruyant, c'est TikTok, le crocodile qui lui a pris la main à cause de Peter Pan. Oui, Peter Pan est en général bon, mais il peut parfois représenter une menace. Cependant, quand il s'agit de Crochet, essayer de recruter des enfants ou les confronter à la mort n'est pas vraiment héroïque. Donc pas de larmes versées ici pour le capitaine Crochet, maintenant coincé à esquiver cet alligator implacable. Et si vous trouvez ça trop facile, attendez d'entendre parler du poulpe géant dans la suite. On dirait que les hautes mers ne sont finalement pas si accueillantes. Pourchassé par des alligators et des poulpes, Crochet devrait songer à changer de vie sur la terre ferme. Ce type s'en est clairement bien tiré vu tout ce qu'il a fait. Je veux dire, il a descendu un des siens juste parce que sa musique l'agaçait. Soyez prudent avec l'ancienne conseillère royale Yzma. Renvoyée pour insubordination, elle tente de l'empoisonner puis de le noyer en lama. Kronk, héros, libère Kuzco et provoque la chute d'Yzma, dont le destin semble déjà être une blague cosmique. D'abord, elle reste coincée sous la forme d'un chat. Ensuite, elle est forcée de rejoindre les éclaireurs écureuils de Kronk. Puis, elle devient un lapin fuyant un condor et ses oisillons affamés. Et le grand final, Yzma devient la secrétaire de Kronk. Prends exemple, Yzma sur Edgar. Lâche l'affaire. Tu t'enfonces encore. Passons à une méchante classique de Disney, Lady Tremaine, la belle-mère de Cendrillon. Avant Mère Gothel, elle était la première mauvaise mère adoptive, traitant la pauvre Cendrillon comme une servante et faisant tout pour la rabaisser. Quelle serait la revanche idéale pour une telle méchante? Dans le film original, elle subit peu de conséquences après avoir perdu Cendrillon. Apparemment, elle n'a pas retenu la leçon et rejoue la méchante dans Cendrillon 3. Elle va jusqu'au bout, vole la baguette de la marraine et échange les rôles de Cendrillon et Anastasie. Heureusement, grâce à un peu d'aide des gentils, Anastasie répare les torts et Lady Tremaine finit par récurer les sols en tant que femme de ménage pour le roi. Parlons de karma. Pour conclure cette section avec un méchant à rebondissement que tout le monde attend désormais, c'est le prince Hans. Sa méchanceté n'étonne plus. Son but, épouser Anna, éliminer Elsa et prendre le pouvoir. Classique. Mais Anna déjoue son jeu, lui assène un coup et finit en prison. Contrairement à la plupart des méchants, il parvient tout de même à sortir de prison, mais se retrouve maintenant coincé à pelleter du fumier de cheval. Donc oui, il a peut-être évité pire, mais il ne vit plus comme un roi. Passons maintenant aux emprisonnés. Prison cachot, donjon, ces méchants purgeants de lourdes peines. Parmi eux, un vrai méchant de western à la Méda Slim. Ce hors-la-loi a eu la malchance de croiser 3 héroïnes bovines, Maggie, Grace et Madame Calloway. Elles ont empêché l'achat du coin de paradis avec de l'argent sale, menant à son arrestation par le shérif. Un exemple classique de justice. Après ce voleur de bétail, passons à Ratcliffe, l'envahisseur de colonies. Ratcliffe, ce conquérant colonial au cœur glacé, en veut vraiment à nos Amérindiens. Il ne pense qu'à s'emparer des trésors étincelants de Virginie, même si cela signifie éliminer des gens comme Pocahontas. Quand John Smith intervient, l'équipage de Ratcliffe découvre enfin sa vraie nature. Étant donné que Ratcliffe va devoir se présenter devant le roi et la reine, et que tout son équipage témoigne contre lui, on peut dire sans hésiter qu'il va passer un sale quart d'heure. Ensuite, Down Bellwether de Zootopie. La brebis sous ses airs de secrétaire n'est pas si douce. Cette méchante laineuse tirait les ficelles, essayant de piéger le pauvre Nick. Mais notre duo, Nick et Judy, réussit une infiltration qu'un renard admirerait. Avec des myrtilles à la place des munitions et carottes enregistrant tous ses actes néfastes, le plan de Bellwether se défait plus vite qu'une pelote de laine entre les pattes d'un chaton. On dirait qu'elle a échangé son bureau d'angle contre une cellule de prison. On peut dire que c'est une mauvaise journée. Désolé, l'exemple le plus évident à ce niveau suit les méchants de Robin des Bois, le prince Jean Is et le shérif. Tels des enfants avec un jouet, ils abusent de leur pouvoir, volent et causent de la misère. Ils ont même emprunté quelques tactiques de méchants à d'autres classiques Disney, mais leur règne de terreur s'effondre lorsque Robin des Bois les déjoue et remet le roi Richard sur le trône. Robin et sa bande sont célébrés, tandis que les méchants, privés de leur titre, sont jetés en prison, comme ils l'ont fait à d'autres. Voici le docteur Hamsterville, terreur intergalactique, venant purger sa peine de prison. Dans le premier film, on l'aperçoit en silhouette derrière Plickly lors de sa conversation avec la grande conseillère. Cet extraterrestre hamster était le partenaire de Jumba et a aussi fini en prison quand Jumba a été attrapé. Les extraterrestres prenant la prison au sérieux. Malgré les appels vidéo autorisés au docteur, ils veillent à ce qu'il reste incarcéré. Coincé dans la prison galactique, il s'est évadé avant d'y être renvoyé. Cependant, dans Leroy et Stitch, après son complot avec tous les Leroy, le conseil en a eu assez et a décidé de l'emmener dans une prison encore plus sécurisée, gardant non seulement Hamsterville enfermé, mais aussi toutes ses autres copies de Leroy.
Certains spin-offs d'anime montrent son évasion vers une prison plus dure, mais le terrier de Lilo et Stitch cache des secrets bien plus profonds que tu ne l'imagines. Savais-tu qu'il existe une histoire où Stitch est retourné dans le Japon féodal et s'est lié d'amitié avec un véritable samouraï? Oui, on va juste s'en tenir au film et à la série officielle de Disney. Merci beaucoup, ce n'est pas une erreur, Robert Callahan est le prochain. Sous le nom de Yokai, ce professeur a tout tenté pour venger la disparition de sa fille Abigail, pilote d'essai d'une technologie de téléportation perdue en mission. Il a simulé sa mort, causant celle de Tadashi, le frère de Hiro. Hiro a non seulement arrêté le danger, mais aussi sauvé Abigail avec Baymax. Robert a ainsi retrouvé sa fille. Hourra! Mais maintenant, il est en prison pour d'énormes dégâts matériels, entre autres choses, et désormais tout le monde, même sa fille, sait à quel point il peut être un fou dérangé. Il est maintenant enfermé à l'isolement dans une prison de haute sécurité pour passer le reste de ses jours sans aucune chance de libération conditionnelle. C'est le fait que non seulement tous ces ponts ont été brûlés et détruits sans aucune chance de les reconstruire, mais aussi qu'il a vu que sa fille allait en réalité, bien après tout ce temps, à penser qu'il l'avait perdue pour toujours, sachant maintenant qu'il ne pourra vraiment plus jamais la revoir. Ce classement devient encore plus dur mentalement. Notre prochaine candidate, la terreur des Dalmatiens, c'est Cruella d'Enfer. Quand ses plans ont échoué, elle a sombré dans la folie, fixée sur des tableaux à pois et utilisant les chiens comme œuvre vivante. Plus incroyable encore, elle a terminé à l'asile, ce qui est rare chez les méchants Disney. Elle lutte désormais contre ses démons et fuit des cauchemars de Dalmatiens. Retenue, opte pour les chats, Cruella. Cela dit, il est temps de passer aux méchants qui n'ont pas survécu et nous appelons cette première catégorie fatale la chute. La chute entraîne une mort rapide, agréable et, oserais-je dire, classique. Percival McLeach est le prochain. Ce chasseur cruel a tenté d'attirer Cody dans la rivière pour qu'il soit dévoré par des crocodiles. Cependant, grâce à l'intervention de Johanna, Percival s'est retrouvé dans l'eau, à la place, obligé de se défendre contre les reptiles menaçants. À son crédit, il a réussi à les repousser avec son fusil, survivant jusqu'à ce qu'ils battent en retraite. Réalisant trop tard que les crocodiles craignirent la cascade, il a tenté de rejoindre un endroit sûr, mais a chuté par-dessus le bord. C'est mieux que de finir mangé par des alligators. Passons au roi Runard de la Reine des Neiges, de Tain. Bien qu'il soit mort avant le début du film, ses actions ont déclenché l'intrigue. En construisant le barrage, il a sournoisement privé les Nortuldras de leur pouvoir, puis trahi leur chef et déclenché la guerre. Il meurt durant la guerre, non pas blessé, mais en chutant d'une falaise. Personne ne tombe comme Gaston. Plusieurs le font, d'où cette catégorie. Mais il est le prochain. Dans un face-à-face contre la bête, Gaston s'en sort mal. La bête lui accorde une chance de ramper au village pour soigner ses blessures. Gaston accepte d'abord, mais poignarde la bête dans le dos à la dernière seconde. Alors que la bête se tord de douleur, cela fait trébucher Gaston qui tombe en arrière et plonge du château, trouvant la mort dans les douves en contrebas. Même si la chute ne l'a pas tué sur le coup, il est raisonnable de supposer qu'il se noierait rapidement. Initialement, un sort plus cruel l'attendait. Il devait être livré au loup que la bête avait éloigné pour sauver Belle. Les réalisateurs ont trouvé cela trop macabre, même pour ce film, mais si vous doutez de son sort, observez les crânes animés dans ses yeux. Ce type est encore plus mort que le père de Simba. Désolé trop tôt, voici notre première méchante du roi lion, Zira. Cette lionne voulait imiter Scar et a tenté de rallier sa troupe contre celle de Simba à la Roche des Lions. Grâce à l'amour entre Kira et Kovu, la troupe de Zira rejette son agenda anti-Roche des Lions et rejoint Simba. Zira tente un dernier combat pour reprendre le pouvoir. Je ne le laisserai jamais partir. Et finit par presque tomber, avec Nala qui est là pour la sauver. Cependant, elle a d'autres plans. En réalisant un geste qui pourrait lui valoir le titre de hater de l'année au bal des haters, elle choisit de plonger dans une rivière déchaînée. Eh bien, la version originale a été modifiée pour être moins suicidaire, mais c'était l'idée de départ. Zero obtient la place la plus macabre de notre catégorie des chutes, mais ce n'est pas encore fini avec les chutes. Ces méchants Disney ne se sont pas seulement écrasés à leur mort, mais il leur est aussi arrivé autre chose qui a rendu ces chutes encore plus douloureuses. Cette catégorie s'appelle la chute plus. Maléfique d'abord. Alors que le prince Philippe vient embrasser Aurore pour la réveiller, Maléfique sort lui faire face directement, accompagnée des pouvoirs de l'enfer. Elle tente de lui sauter dessus pour le pousser de la falaise. Le prince Philippe esquive de justesse et à la fin, seule l'épée de vérité repose sur un tissu noir. Ce qui ressemble à la forme humaine de Maléfique si vous plissez un peu les yeux, du feu ordinaire au feu de l'enfer. Parlons de Claude Frollo. Ce gardien corrompu pense avoir le droit divin d'être juge, jury et bourreau. Je veux dire, ce type récite des versets bibliques comme des perles de Pulp Fiction quand il brandit son épée. Il dit à Quasimodo qu'il va le plonger en enfer, ce à quoi Dieu répond « Non, sois idiot. Profite de ce lac de feu, tu le mérites. De la chaleur du feu à l'étreinte glaciale des mers, la sœur folle d'Ursula, Morgana, est là pour couler. »
Avoir le titre de la folle entre toi et Ursula, c'est quand même quelque chose. Après son plan, on comprend pourquoi Triton a jugé imprudent de garder quelqu'un voulant être une meilleure Ursula en raison de problèmes non résolus avec sa mère. Une fois son trident récupéré, Triton en a assez d'elle et abandonne tous ses plans. Elle est prisonnière d'un immense bloc de glace, ne pouvant bouger que les yeux alors qu'elle coule dans l'océan glacé. Celle-ci me fait vraiment flipper parce que les profondeurs de l'océan me terrifient. Est-ce que quelqu'un d'autre ressent ça? Sérieusement, cherchez la lassophobie sur Google. Une histoire aussi vieille que le temps pour une mort aussi précieuse que le temps. La méchante reine est ici pour montrer à tout le monde comment mourir en tant que premier méchant de Disney. Nous connaissons tous cette histoire maintenant. La reine vaniteuse voulait être la plus belle de tout le royaume. Alors elle s'est déguisée en vieille sorcière et a offert au hasard à Blanche-Neige une pomme empoisonnée par sa fenêtre. Je sais ce que vous pensez. Dois-je prévoir quelque chose? Juste, Blanche-Neige n'est pas la princesse Disney la plus maligne. Je déteste le dire, mais il faudrait du bon sens. Les 7 nains n'apprécient pas cela. Ils poursuivent la méchante reine jusqu'à une falaise où elle essaie de les écraser avec un rocher, mais un éclair la surprend. Elle fait s'effondrer la plateforme rocheuse et la vieille sorcière tombe dans le vide et meurt. Et si tu n'es pas convaincu, le rocher qui a roulé a probablement complètement écrasé son cadavre. Ah, et c'est vautours. Ils ont clairement dévoré son corps. D'accord? Maintenant que nous avons terminé avec les catégories de chute, nous passons à la catégorie des graves blessures corporelles. Ces méchants ont été éliminés de ce monde par différentes violences physiques horribles. Mon préféré. Tu veux un autre crash enflammé? C'est Bill Sikes qui fait l'addition. Ce célèbre usurier sait parfaitement presser ceux qui manquent d'argent. Mais quand il essaie de jouer un sale tour sur les rails du train, le karma arrive à toute vitesse sur la voie. Dans un cri, sa voiture percute de plein fouet, et soyons honnêtes, voiture contre train, attention spoiler, les trains gagnent toujours. Pour commencer ce niveau à venir, nous avons l'un des méchants les plus emblématiques, mourant dans une suite, Jafar. Oh bien sûr, Jafar a survécu à sa première aventure piégée dans la lampe, mais il n'a pas échappé à la mort la seconde fois. Lors de son dernier combat contre Aladdin, il ne meurt qu'en voyant sa nouvelle lampe détruite. Si ce n'était pas pour le changement de cœur de Iago, il serait peut-être resté en sécurité assez longtemps pour tuer Aladdin. Iago a finalement assez tenu à Aladdin pour apporter la lampe, puis la détruire dans la lave, rejetant ainsi définitivement son ancien maître. Gelé avec la douce délivrance de la mort, c'était le slogan de l'ère Disney pré-moderne. Je crois que c'est même inscrit sur la statue de Mickey Mouse à Disney World. Mais ne me citez pas, notre prochaine victime est Ursula. Trident en main, elle devient disque jockey de la nature et crée un tourbillon en pleine tempête. Mais Eric en a assez de ses bêtises, alors il prend le contrôle d'un navire, le transforme en javelot improvisé et le dirige droit sur elle. La foudre frappe Ursula et son trident, la changeant en plateau de fruits de mer croustillant. D'accord, on sait qu'il meurt en tombant, mais Scroop fait clairement exception. Sa mort est aussi unique que son nom. Tomber dans l'espace n'est pas vraiment un passe-temps que la plupart des gens apprécient. Sa tentative d'affronter Jim finit en lutte à bord, compliquée par la gravité artificielle. Lorsque Jen coupe la ligne de vie, Scroop se retrouve à la dérive dans l'immensité de l'espace. Bien qu'il soit respirable, l'espace présente de nombreuses menaces. Les radiations solaires, les débris et le danger omniprésent des trous noirs rendent le destin de Scroop scellé, rappelant la fin tragique d'Arrow. Bien que cela ne soit pas confirmé, la possibilité d'une fin similaire plane. Il suffit de dire que l'espace n'est pas un endroit pour une stratégie de sortie. Puis Mulan donne une mort virile à Shan Yu. Elle tue Shan Yu avec panache, une mort aussi spectaculaire que sa moustache. Inspirés par des accidents de feux d'artifice amateurs, les animateurs de Disney ont offert à Shan Yu une sortie spectaculaire. Mulan le piège avec sa cape, l'exposant à une explosion de feux d'artifice vers une tour voisine, façon 4 juillet, mais en Chine. L'explosion l'engloutit, assurant sa défaite. Qu'il soit mort sur le coup ou qu'il ait subi une faim brûlante, le règne de terreur de Shan Yu est terminé. Shan Yu est un méchant Disney sous-estimé. Peu de paroles, il envahit la Chine, pas d'explication, soit il explose, c'est tout. Le roi Candy, anciennement Turbo, termine son règne dans l'arcade. Ancien souverain respecté, il est devenu roi Candy pour briller sous les projecteurs. La tentative de Venelp de revenir dans le code provoque le chaos. Les insectes de Hero's Duty envahissent et dévorent Turbo. Turbo fusionne étrangement avec l'insecte et le phare improvisé de Ralph cause sa perte. Bien qu'il sache que cela signifie sa fin, Turbo, consumé par sa personnalité infestée d'insectes, se précipite vers la lumière, déchiré par la souffrance physique et mentale. Ensuite, nous rencontrons Krone, un dinosaure dont la mémoire pourrait tout aussi bien être éteinte. Il privilégie la survie du plus fort et voit la compassion d'Aladar comme une menace à son autorité. Maintenant, écarte-toi du chemin. En tentant d'abandonner Aladar à son sort et de partir seul, la ténacité de Krone le conduit à une rencontre avec des carnotaures carnivores lors d'un éboulement de rochers. Même s'il parvient à échapper à une mort immédiate, son destin semble bien sombre. Dans le monde brutal des dinosaures, sa disparition paraît inévitable et ses restes seront livrés aux charognards.
Ensuite, Madame Médusa. On ne la voit pas mourir à l'écran, mais regardez Brutus et Néron, ces crocodiles qui s'approchent d'elle. Ce n'est pas une belle image et elle ne semble pas pouvoir y survivre. Elle n'arrive même pas à rattraper Penny à la fin. Tu crois qu'elle s'en sortira par la force? C'est la justice poétique. Maltraite tes animaux, ils se retourneront contre toi, peut-être jusqu'à la mort. Mesdames et messieurs, voici le grand final avec Maestro Forte, le donneur d'organes bléphophosum préféré de tous. Quand la bête en a assez des mélodies de Forte, il agit, arrache les commandes et le libère. Forte s'effondre, se brise violemment sous le choc, ses organes et son sang se répandant jusqu'à l'explosion de son corps. Enfin, il y a les meurtres terrifiants, atrocement douloureux physiquement et mentalement. Ce sont les pires morts imaginables. Mère sait toujours ce qui est mieux, et Mère Gothel connaît une des morts les plus dramatiques. Gothel poignarde Flynn pour contrôler Réponse et n'accepte qu'elle le soigne qu'en échange d'une promesse de servitude. Flynn coupe les cheveux de Réponse, ôtant à Gothel son pouvoir et sa jeunesse d'un geste. Elle vieillit plus vite qu'une banane lors d'une vague de chaleur. Drôle d'analogie? Je ne sais pas. Et elle se transforme en boule de poussière plus vite qu'il n'en faut pour toucher le sol en bas de la tour. Ses derniers instants sont emplis de peur tandis qu'elle chute comme Thanos. Salouk n'aura sans doute pas la mort la plus atroce, mais son destin reste précieux pour nous. Pas vraiment niveau podium, mais plutôt de l'or véritable. Chasseur de trésors impulsif, il ne pense qu'à l'or et vise le toucher de Midas, mais fait une erreur classique. Il oublie la poignée du coffre et va directement pour la poignée dorée. Et la seconde d'après, il se transforme en presse-papier, doré et brillant. Ses cris cessent alors qu'il devient une statue dorée sans vie, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais l'or ne rouille jamais. La mort imminente nous a toujours troublés. Oogie Boogie. Oogie Boogie, créature cauchemardesque, aime les tourments bien plus que la ville n'aime les frayeurs inoffensives. Ces jeux macabres conduisent d'ailleurs ses victimes à la mort. Mais le retour de Jack bouleverse la situation et Oogie tente désespérément de fuir. Sans son sac pour le maintenir, Oogie se dissout dans la mare de lave en dessous, ou est écrasé sous les pieds. On se demande s'il a ressenti chaque écrasement. L'idée qu'Oogie assimile les insectes à sa conscience, ressentant leur douleur lorsqu'ils périssent, ajoute une dimension macabre à son destin. Enfin, nous arrivons à l'emblématique et perfide lion Scar. Son plan pour s'emparer de la terre des lions échoue quand Simba revient et dévoile la vérité sur Mufasa, ce qui se retourne contre lui. Alors qu'il tombe au sol, l'impact est violent, mais ce qui suit scelle son destin. Comme Gaston, Scar subit la colère des animaux, ici les hyènes, qui l'attaquent malgré les flammes. La troisième mort la plus atroce est celle de Tiberius Rourke, de l'Iliade d'Atlantis. Méchant de la cité oubliée, Rourke sombre dans la folie à cause de sa cupidité et soif de richesse. Voyant son équipage comme une menace, il n'hésite pas à les éliminer, brandissant même une hache contre Milo. Milo inverse la situation en utilisant un éclat du cœur de l'Atlantide contre Rourke, le rendant une bête cristallisée vulnérable. Milo, soit plus intelligent que Rourke, qu'il poursuit sauvagement, le détruit avec les pales du dirigeable. Dans ces derniers instants, le corps et l'esprit de Rourke sont brisés en milliers de morceaux cristallisés. Ce cri qu'il pousse en découvrant son destin est vraiment glaçant. Passons au roi cornu qui subit la deuxième mort la plus atroce. Disney a voulu un film plus sombre et leurs efforts y sont visibles, surtout avec le roi cornu. Son projet de lever une armée maléfique avec le chaudron noir cause sa perte. Tarin ayant repoussé le roi cornu vers le chaudron noir, celui-ci a été aspiré à l'intérieur par son champ de puissance. Sa peau est arrachée de son corps, qui explose bientôt en flammes, et il finit par hurler de douleur avant que son âme ne soit aspirée dans le chaudron noir. C'est sans doute la mort la plus sombre de Disney, à l'exception de la précédente dans cette catégorie. Nous ne pouvons pas oublier Clayton, le chasseur de l'âme. Oui, la mort de ce type était complètement démente, surtout pour un film Disney, et honnêtement, on adore ça. Le chasseur sauvage qu'il est, Clayton ne recule devant rien pour attraper sa proie, et Tarzan est maintenant dans sa ligne de mire. Il grimpe au sommet des arbres pour tenter de l'attraper en le poursuivant. Cependant, pendant la poursuite, Clayton se retrouve pris dans des lianes, alors il commence à les couper pour se libérer. Le problème, c'est qu'il ne coupe jamais la liane autour de son cou, qui se resserre à mesure qu'il en coupe d'autres. Tarzan tente de le sauver, mais après avoir coupé une liane de trop, il tombe au sol. La liane autour de son cou se resserre alors qu'il tombe, et avant qu'il n'atteigne le sol, craque. Si vous avez besoin d'une image plus claire, l'éclair en arrière-plan illustre l'ombre du destin de Clayton, créant sans doute la scène la plus sombre de l'histoire de l'animation Disney. Est-ce la façon la plus douloureuse de mourir? Peut-être pas, mais franchement, cette image est la définition même de l'horreur. Vous pensiez qu'on avait fini? Non, ça empire, il reste une dernière catégorie aujourd'hui. Ces destins n'entraînent pas de décès, car il existe des sorts pires que la mort. Et ceux-ci en font partie.
Il laisse un de ses méchants dans un état de torture si terrible qu'il supplice probablement pour cette douce délivrance de la mort dont nous avons parlé plus tôt. Commençons par Tamatoa. Ce crabe adore exhiber sa brillance et veut dévorer quiconque était moins terne que lui. Bien sûr, la meilleure façon de lui rendre la pareille est de s'assurer qu'il ne puisse plus admirer cette carapace. Et pour cela, elle doit être placée à un endroit où il ne pourra plus la voir dans toute sa splendeur. Que pensez-vous de le faire tomber sur le dos sans pouvoir se relever seul? C'est un petit destin morne, mais bien plus fatal à long terme. Même à la fin, il ne se relève pas. Coincé sur le dos, il subit l'atrophie et la famine puisqu'il ne peut vraiment aller nulle part. Pour une approche différente de l'emprisonnement, citons Shere Khan du livre de la jungle. Ensuite, un climax volcanique provoque sa défaite quand une statue s'effondre et l'emprisonne dans le volcan. Condamné à une lente agonie, privé de nourriture et d'eau, il se trouve à quelques centimètres de la lave brûlante, sans issue. Ou plutôt de magma ici, c'est comme être enterré vivant et brûlé vif en même temps. Passons maintenant au peu magnifique Magnifico. Le roi Magnifico est un homme bon qui veut maintenir la paix à Rosas, du moins jusqu'à ce qu'il goûte à la magie noire en corrompant les vœux pour son propre pouvoir, devienne accro et les utilise pour devenir encore plus puissant. Donc oui, il corrompt les vœux pour obtenir du pouvoir, il devient accro et devient encore plus puissant. Mais surprise, c'est surprise, quand tout le monde s'unit pour le faire tomber, il se retrouve à jouer à Miramira sur le mur du donjon. Malgré le manque de ressemblance, il est clair qu'il est destiné à devenir le miroir magique de Blanche-Neige. Le film aurait pu mieux expliquer cette transformation, ou simplement être bon. Être coincé dans un miroir n'est vraiment pas enviable. Pire que n'importe quelle cellule de prison sans accès à la nourriture, à l'eau ou au Wi-Fi, c'est vraiment une chute brutale pour un souverain. La médaille d'argent pour le destin le plus atroce d'un méchant Disney revient à Hadès. En tant que dieu de la mort porté sur la destruction, Hadès s'est attiré de nombreux ennemis. Son plan sinistre pour mettre l'Olympe à genoux le conduit à affronter Hercule. Il lui rend aussi l'appareil en jetant Hadès dans le fleuve. Leurs âmes saisissent sûrement l'occasion de se venger de Monsieur Hadès, un peu comme un policier en prison, avec la différence que c'est l'enfer. Pour autant que nous sachions, c'est un destin éternel de tourment, que nous imaginons comme une terreur constante, avec une touche d'esprit et d'humour de James Woods de temps en temps. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Nous décernons la médaille d'or du sort le plus atroce à un méchant Disney au docteur Facilier, traîné en enfer. Dire que l'autre côté est sûrement l'enfer n'est pas contrôlable. Après la destruction de son talisman, ses alliés de l'ombre l'emmènent de force dans leur domaine. Malgré ses efforts, il est aspiré dans une bouche de Tiki et scellé, une pierre tombale marquant son visage hurlant. Bien qu'il survive techniquement, son supplice est loin d'être terminé. Condamné à souffrir aux mains de ses associés d'un autre monde, sa punition promet d'être sans fin et atroce. La mort du docteur Facilier doit être considérée comme le sort le plus horrible, car elle est terrifiante, éternelle et provoquée par ses amis de l'autre côté, manifestement néfastes. Et soyons honnêtes, voir un méchant se faire traîner en hurlant et se débattant, en enfer est probablement le moment le plus intense de Disney auquel on puisse penser. Assassiné par son frère, dévoré par le désert, déchiré par un léopard, massacré en masse par des vats en guerre. Les grands méchants de Disney ne sont pas les seuls à subir un tel sort. Aujourd'hui, nous allons classer toutes les autres morts chez Disney, de la plus atroce à la plus atroce. Commençons par les personnages ayant eu les fins les moins indésirables aujourd'hui, soit ceux ramenés à la vie, donc morts temporairement. La mort la moins atroce du groupe était sans doute celle d'Olaf. Soyons sérieux. Pensait-on vraiment qu'Olaf, la mascotte joyeuse de la Reine des Neiges, resterait mort ? Quand Elsa a été gelée, sa magie a disparu temporairement, annulant aussi celle qui avait créé Olaf. Mais Olaf ne fond pas, il ne fait pas d'attaque ou quoi que ce soit, il se transforme simplement et calmement en bonhomme de neige sans vie, reposant sur ses bras, apparemment à peine inquiet de ce qui se passe. Ensuite, nous avons un prétendant au titre de la voix la plus agaçante de l'histoire de Disney, Gurgi du Chaudron Magique. Une voix agaçante ne nous empêche pas de respecter ce gars. Après avoir refusé d'entrer dans le château de Satan rempli de démons, le petit Gurgi se rachète de sa lâcheté, ou plutôt de son instinct de survie, en se sacrifiant dans le chaudron pour neutraliser son pouvoir et empêcher l'armée de morts vivants du roi cornu de conquérir le monde. Étant donné que le cadavre de Gurgi peut être récupéré sans beaucoup de dommages visibles, on peut dire que sa mort a probablement été assez rapide. Le groupe principal le ressuscite contre le chaudron. J'aurais aimé qu'il fasse quelque chose pour cette voix. Vers la fin de cette section, on retrouve Mégara, le grand amour d'Hercule. Tomber amoureuse d'un dieu est difficile, mais sa perte temporaire d'immortalité complique encore plus tout.
Il est normal qu'Hercule, habitué à une force surhumaine, ne craigne pas trop d'être écrasé par une colonne, mais cela l'aurait tout de même écrasé comme un insecte. Cela signifie que le sacrifice de Mégara pour le pousser hors du chemin était vraiment noble, ce qui l'a conduite à une mort assez douloureuse. Heureusement, Hercule a ensuite risqué son âme pour sauver Mégara du Styx, ce qui lui a permis d'obtenir la divinité qu'il voulait. Oh, et sauver Mégara, c'est presque aussi plaisant que d'être écrasé à mort. Pour notre dernière mort, qui n'en est pas vraiment une, nous avons Stitch de Lilo et Stitch 2. Cette suite, sortie directement en disque vidéo numérique, surprendra peut-être, mais elle contient l'une des morts les plus déchirantes de Disney. Après que Stitch ait passé presque tout le film à lutter contre des flashbacks et de l'instabilité à cause de sa nature destructrice passée, il décide finalement que la meilleure chose à faire est de quitter la planète pour ne pas risquer de blesser son Ohana. Il a un dysfonctionnement pendant le vol, s'écrase avec son vaisseau sur une île et meurt dans l'accident. Ça, c'est sombre, mec. Si ce n'était pas un film Disney, cela aurait facilement pu devenir l'une des scènes de mort les plus morbides de l'histoire du cinéma d'animation. Aussi kitsch que cela puisse paraître, que Stitch soit ressuscité par le pouvoir littéral de l'amitié, on va laisser passer cette fois-ci. Lila n'était pas la seule à sangloter dans cette scène. Oh non, pas moi. Pli-Cli pleurait comme un bébé, il me l'a dit. Demandez-lui si vous doutez de moi. Cette prochaine section traite d'une catégorie plus proche de nous que ceux revenus d'entre les morts. Ces décès étaient naturels. D'abord, il y a grand-mère Tala de Vaiana. On dirait qu'il existe une règle tacite sur les parents dans les films Disney. Si aucun n'est mort avant le film, il mourra sûrement pendant. Vaiana ne perd pas de temps à montrer la profondeur du lien entre Vaiana et sa grand-mère. Elle seule comprend son désir de voir l'océan, révèle la vérité sur ses ancêtres navigateurs et lui donne le courage de les suivre. Malheureusement, la grand-mère décède d'une maladie inconnue assez tôt dans l'histoire, mais pas avant d'encourager Vaiana à accomplir sa mission et à rendre le cœur de Te Fiti à sa place légitime. Elle le fait avant de se réincarner en créature marine de son choix et de lui donner encore quelques conseils lorsqu'elle est au plus bas. Eh bien ça, c'est une vraie grand-mère. Même la mort ne peut pas l'empêcher d'être présente pour sa petite fille. Ensuite, nous avons... Attendez, elle était la seule dans cette catégorie. D'accord, très bien alors. Je suppose qu'on va passer aux morts rapides et peu douloureuses. Bien que personnage secondaire, Kokum, le prétendant de Pocahontas, a une fin marquante. Quand il voit Pocahontas et John ensemble, il se précipite pour sauver celle qui devait devenir sa femme, pensant à tort qu'elle est en danger, mais prouvant indirectement qu'il n'aurait pas été un mauvais partenaire. Malheureusement, ce n'est pas le dernier malentendu, car Thomas pense que John est attaqué et désespéré, il tire sur le prétendu sauvage pour sauver son ami. Scène triste, mais le geste de John, qui prend la faute pour Thomas, était touchant. Kokum était un gars bien et ne méritait certainement pas de finir comme ça. Mais au moins, sa mort a semblé instantanée, donc il n'a pas vraiment souffert. Il en va de même pour Karchak, chef des singes et père adoptif de Tarzan. Il est dommage que Karchak ait mis si longtemps à accepter Tarzan dans la famille, mais à la toute fin de sa vie, il a eu le courage de prendre une balle pour lui. Il montre qu'il le respecte comme l'un des siens, prêt à lui confier le commandement à la fin. Bien qu'il ait choisi de se sacrifier, contrairement à Kokum, nous le plaçons quand même un peu plus bas parce qu'il est resté en vie un peu plus longtemps après avoir été blessé par balle, ce qui, j'en doute fortement, n'a pas dû être agréable. D'accord, on savait que celle-ci allait arriver. Parlons de la mère de Bambi. Ce qui paraît être du sport ou de simple course pour un chasseur est une terreur totale pour l'animal. Bambi et sa mère l'ont appris à leurs dépens. Quand une créature terrifiante, appelée l'homme, arrive dans la forêt enneigée, Bambi et sa mère fuient. Jusqu'à ce qu'un coup de feu lointain cause la mort de la mère de Bambi. Cette mort a probablement été la plus instantanée jusqu'à présent, mais la mère de Bambi possède une caractéristique unique jusqu'ici. Elle a essayé de fuir, et en plus de cela, elle avait un enfant à protéger. Elle a fait son devoir de mère biche, mais mon Dieu, c'était difficile à supporter. D'une mort parentale à une autre. Deux, en fait. Ensuite, il y a les parents de Lilo et Nani dans Lilo et Stitch. On ignore presque tous deux, sauf qu'ils sont morts dans un accident de voiture, laissant Nani, adolescente, élever seule sa sœur. Il pleuvait et il est parti en voiture. C'est une mort brutale, non seulement par la façon dont ils sont morts, mais aussi par ce qu'ils ont laissé derrière eux. Parce que cette Ohana n'a pas eu la vie facile. Ils ont pu envoyer un ange gardien à leurs enfants, dont Stitch, très peu traditionnel, mais tout de même, c'est toujours triste quand un chien meurt. Même s'il s'agit de sbirins comme Roscoe et de Soto, les chiens de Bill Sikes dans Oliver et compagnie ne sont pas vraiment gentils. Ils tuent et mangent de volontiers des animaux plus petits. S'ils hésitent, c'est sûrement par crainte de leur maître, non par gentillesse.
Mais ce sont des chiens, alors quand leur poursuite d'Oliver, Dodger et la bande finit par leur électrocution sur les rails du train, on ressent quand même un peu de peine pour eux. Enfin, terminons cette catégorie avec un dernier duo d'hommes de main, ou plutôt d'anguilles de main. Flotsam et Jetsam avaient sans doute cherché les ennuis en espionnant Ariel et en accomplissant les mauvais coups d'Ursula, mais ils ne faisaient qu'obéir. Cela prouve qu'Ursula tenait assez à eux pour leur confier spontanément des tâches importantes, même si elle criait parfois. Leur mort instantanée devient bien plus sombre à cause d'un simple facteur. Ursula a tout simplement tué ses propres animaux de compagnie qu'elle appelait souvent ses bébés. C'est vraiment triste, au point que même Ursula, aussi maléfique soit-elle, en a été émue aux larmes. Mais si ça peut te consoler, Ursula, tu as mérité un sort bien pire, alors je suis sûr qu'il n'y aura pas de rancune de l'autre côté. Salut Fazilier pour moi. Il est temps d'être sérieux. Ces gens ont souffert davantage qu'une mort rapide. Ils ont connu des fins douloureuses. Dora 15, appelée aussi Doris dans Bienvenue chez les Robinson, était difficile à classer. D'un côté, Doris est sans aucun doute une antagoniste purement maléfique. C'est un robot décidé à éliminer l'humanité et à façonner le monde selon sa vision déformée. En plus de cela, elle n'a aucune émotion ni rien, donc on ne peut honnêtement pas dire que n'importe quel moyen pour l'arrêter ne serait pas justifié. D'un autre côté, cependant, la façon dont elle est vaincue est vraiment brutale. Doris est terrassée par la pure force de volonté. En conséquence, Doris disparaît définitivement, sauvant le monde d'une prise de contrôle par une intelligence artificielle hostile, du moins pour l'instant. Faire un vœu en regardant une étoile, c'est peut-être souhaiter sur le cadavre de Ray. Je ne veux pas gâcher la magie, mais le gars s'est fait écraser par le docteur Fazilier. Être un insecte, c'est à peu près l'équivalent de se faire écraser par un géant comme la grosse botte dans le film Bob l'éponge. Ce qui justifie que celle-ci soit aussi basse, c'est que, comme Denis dans cette scène, Ray survit d'une manière ou d'une autre, ne mourant que plus tard, une fois qu'il a eu la chance de dire au revoir à ses amis. Au moins, il a retrouvé sa femme dans le ciel. Un moment touchant qui a distrait mon esprit de la douleur immense de ce pauvre gars. Tabashi Yamada est le prochain, c'était son erreur. Yokai, quittez la salle des scénaristes. Vous devez être en prison. Comme beaucoup avant lui, Tadashi a donné sa vie pour protéger ses proches. Mais malgré le fait que Kallan avait les moyens de sauver à la fois Tarashi et lui-même du bâtiment en explosion, sans parler de tout le monde à l'intérieur, il a décidé de ne protéger que lui-même parce que... Bonne question, en fait. Ce gars était égoïste et aucun traumatisme ne justifie de laisser un roi comme Tadashi mourir dans une explosion. Pauvre gars. Après avoir évoqué la mère de Bambi, il est temps de parler de l'autre parent, souvent cité dans les décès Disney, Mufasa. Si tu es fan de Disney même un peu, tu connais sûrement cette scène par cœur. Mais au cas où tu aurais oublié, Mufasa est mort en essayant désespérément de sauver Simba d'une ruée de gnous. Heureusement, il sauve Simba malgré quelques coups reçus. Il se précipite donc naturellement vers le haut du canyon pour retrouver la sécurité, mais son frère le trahit complètement, plante ses griffes en lui et le jette dans le vide vers la mort. Bien qu'il soit possible que Mufasa soit mort sur le coup, il est plus probable qu'il ait beaucoup souffert. Blessé par la ruée des gnous et trahi par son frère, le choc fut immense. Avec cela, nous avons atteint les personnages ayant connu les fins les plus indicibles de la journée. Ces deux derniers personnages subissent les morts carrément troublantes des parents de Tarzan. Alors qu'ils parviennent à sauver leur petit garçon, ces deux-là connaissent une fin tragique aux mains, ou plutôt aux griffes et aux crocs de Sabor. Ah, je comprends, Sabor comme sabre, comme un tigre sabu. C'est malin parce qu'il a des dents pointues. Cela rend la mort plus troublante. Je peux faire pire. Saviez-vous qu'on voit leur cadavre en arrière-plan dans une scène ? Amuse-toi avec cette info. Ensuite, nous passons aux cloches funèbres de Notre-Dame pour parler de la mère de Quasimodo dans Le Bossu de Notre-Dame. Sa mort n'est peut-être pas la plus atroce de notre liste, mais elle mérite une place élevée car elle est décédée en cherchant désespérément de l'aide à l'église, le seul lieu où elle pensait en trouver. Après avoir échappé aux forces de l'ordre française, elle est poursuivie par le juge Frollo, qui, pensant qu'elle transporte des objets volés, tente de les lui arracher et la tue accidentellement d'une chute brutale dans les escaliers. Sa mort fut instantanée, survenant juste après qu'on lui ait arraché son bébé, devant assister impuissante à l'éloignement de Frollo, qui élèverait son fils comme un animal captif durant des décennies. C'est vraiment brutal, mais au moins, c'était l'une des morts les moins douloureuses physiquement, et on ne peut pas en dire autant des trois dernières. La médaille de bronze de la brutalité revient à Gazim d'Aladin. Malheureusement, la caverne aux merveilles n'a vu en ce petit voleur qu'un simple encas, et après lui avoir donné un bref espoir, l'a vite englouti. Sauf si les cavernes ont un système digestif inconnu, nul ne sait comment cette chose s'est débarrassée de Gazim. Mais à entendre ses cris de terreur, ce devait être horrible.
Le général Lee et le village décrochent aisément la médaille d'or de la brutalité sans aucune concurrence. Je veux dire, la façon dont Shan Yu retrouve ce village est vraiment tordue. Il trouve la poupée d'une fillette, analyse les fibres et cheveux dessus, déduit l'origine du village, plaisantant de façon écœurante sur la rendre à la fillette. En plus, la petite fille va regretter sa poupée. Nous devrions la lui rendre. Plus tard, voyant la même poupée près d'un village entièrement détruit, on peut affirmer que ses intentions n'étaient pas si pures. Les Hunt ont ravagé ce village et n'ont laissé aucun survivant, ce qui signifie qu'ils ont fait tout leur possible pour tuer chaque homme, femme et enfant sur place, pas seulement les soldats. Voir Li Shang honorer la mort de son père en posant son casque et son épée sur le sol était déjà difficile, mais voir la poupée de la petite fille juste à côté, c'est juste... Je ne pense pas qu'il existe une autre scène Disney qui suscite un sentiment de désespoir et de tragédie aussi puissant. Même en dehors des soldats héroïques comme Li Shang, ce village était rempli de gens ordinaires, mec. Ni héros, ni méchants, juste des gens, hommes, femmes, enfants, et leurs poupées aux yeux de boutons. Si Shan Yu avait pu être humanisé, cela a disparu avec ce village. Pris par surprise, Exécuté, transformé en animal, consumé par la haine, emprisonné, fondu et écrasé. Présenté par Disney Channel. Aujourd'hui, nous classons le sort des méchants Disney Channel du plus clément au pire. Commençons par les personnages qui ont eu une seconde chance après toutes leurs mauvaises actions. Voici les méchants rachetés, 3 de nos antagonistes, les moins maléfiques, les sœurs grosses de la famille Proud. Ces 3 personnages étaient parmi les plus déplaisants de la série, leur principal numéro étant de racketter des enfants. Elles rendaient parfois la monnaie, parfois même plus que ses amis. Je devrais probablement préciser qu'elles sont aussi des enfants, mais quand même, racketter, c'est vraiment grave. bienvenue à notre quartier. Heureusement, lors de la reprise, quelqu'un a finalement accepté leur demande de lever les mains et d'encaisser. Ils vivent maintenant dans un quartier chic et forment un trio de rap, disant avoir tourné la page de l'intimidation, prouvant qu'ils étaient bruts uniquement par besoin d'argent. Mec, tu n'aimes pas quand un personnage apprend vraiment sa leçon? En plus de ça, ils ont même accepté leur peau presque anormalement bleue. Tant mieux pour eux. Ensuite, Dr. Heinz Doofenshmirtz. Sans aucun doute, l'un des méchants les plus inoubliables de l'histoire de Disney Channel. Cela tient surtout au fait qu'il ne correspond presque pas à la définition d'un méchant. Parfait! Maintenant, je peux faire pipi partout dans la région des 3 États! Je veux dire, bien sûr, il crée constamment des situations qui mettent la région des 3 États en danger imminent, alors qu'il essaie de dominer les habitants de différentes manières de plus en plus bizarres et parfois mesquines. Mais il faut rappeler que Doof a l'une des histoires d'origine les plus tordues des méchants de dessins animés. Sérieusement, je pourrais évoquer littéralement n'importe quel flashback de son enfance dans la série. Et pratiquement chacun d'entre eux, pris individuellement, suffirait à justifier que ce gars devienne au moins un peu fou. Comment tu sais quand tu es vraiment en vie? Quand tu vends Broadworth? Forcé de s'habiller en fille parce que ses parents voulaient une fille, obligé de jouer le rôle d'un nain de jardin pendant des heures, littéralement laissé en plan à sa propre naissance. Quand j'étais jeune garçon, ma mère ne me laissait jamais nager dans les piscines publiques. Ses parents ont défié la nature pour lui offrir une enfance horrible, ce que Vanessa lui fait comprendre lors du dernier jour de l'été, finale de la saison 4, que nous pensions être celui de la série pendant 10 ans. Et je ne me plains pas. Après que Vanessa ait aidé Doof à comprendre qu'il n'est pas vraiment maléfique mais souffrant, Heinz Doofenshmirtz décide de cesser ses inventions maléfiques pour soutenir sa fille et avoir une relation saine avec elle. Ah, un mec bien? Moi, je pourrais l'être? Eh bien, je suppose que je pourrais... Je pourrais être un bienfaiteur, faire le bien, juste pour le plaisir de faire le bien. Ou que font exactement les gentils? Il reste également en bon terme avec Perry, le Major Monogramme et Carl des années après la fin. Apparemment, ils vont faire du bowling ensemble chaque semaine. Non seulement Doofenshmirtz a finalement trouvé les amis dont il ne savait pas qu'il avait besoin toute sa vie, mais il a aussi complètement échappé aux conséquences juridiques de ses actes qui menaçaient régulièrement la région des 3 États, et parfois même le continuum espace-temps. C'est un destin généreux pour lui, mais soyons honnêtes, s'il y a un méchant qui mérite une fin heureuse sur cette liste, c'est Doof. Et pour nos derniers méchants totalement rachetés, nous avons Shago et Dr. Draken de Camp Possible. Ces deux-là allaient généralement de pair. Alors que Shago était celui qui tirait plus ou moins les ficelles la plupart du temps, Dr. Draken restait tout de même un type assez dangereux à sa manière. Assurément, Tu connais mon travail. Désolé, tu m'attendais. Je ne sais vraiment pas. Dr. Downdra. aussi enfantin et mesquin qu'il pouvait l'être, ce mégalomane avait l'intelligence et les ressources nécessaires pour faire à peu près tout ce que son esprit fou désirait.
Shago fait l'objet de mandats d'arrêt dans 11 pays mercenaires très dangereuses. Elle collabore régulièrement avec des individus aussi ou plus maléfiques qu'elle. D'accord. Je suppose qu'on en est encore là? Étonnamment, dans le dernier épisode, ces deux personnages ont une belle occasion de se racheter pour leurs crimes. Lorsque Draken et Kim sont capturés par Warmanga, ils collaborent pour s'évader. Finalement, Draken et Shago sauvent le monde et sont félicités publiquement. C'est un incroyable retournement pour leur vie, et la fin la plus heureuse possible pour un savant fou et un mercenaire presque sans pitié. Maintenant, cette prochaine catégorie est similaire, mais même si ces personnages ont aussi échappé à la plupart des conséquences que Tarkin méritait, on se sent un peu moins satisfait à ce sujet. Ils s'en sont sortis facilement. Parlons maintenant de Magica la sorcière. En tant qu'antagoniste marquante dans la série originale et le reboot, tout le monde devait être ravi de son retour comme méchante principale de la saison 1. Hé, attends-moi! À la fin, Bethel devient surtout un pion pour Bradford Buzzard que nous aborderons plus tard. Après avoir été vaincue et libérée du lavage de cerveau, Magica est celle qui parvient à se venger directement de Bradford. Nous en reparlerons plus tard. En plus de cela, le fait qu'elle ait été autorisée à simplement s'éloigner des canards et à sans doute réfléchir à la question de savoir si la querelle familiale en valait vraiment la peine, elle a clairement eu l'une des fins les plus faciles de cette liste. Les reboots ont déjà apporté des changements étranges à leurs personnages, mais rares sont ceux qui ont autant changé que Dufus Drake. Dans ce qui semblait être un effort pour créer un contrepoids à Louis, rappelant aux plus jeunes du public qu'un accès illimité à l'argent peut te corrompre si tu n'y prends pas garde. Dufus est passé d'un allié amical du trio dans la série originale à un Gideon avide de pouvoir et cosplayer enthousiaste dans le reboot. L'excuse « ce n'est qu'un enfant » ne tient pas face à quelqu'un qui a réduit ses parents en esclavage comme domestique. C'est gentil. Louis finit dans le collimateur de Dufus après lui avoir menti en disant qu'il était enfant unique. Il aurait pu renverser une goutte de soda sur le tapis de Dufus et avoir la même réaction. Ce gamin est dérangé. Même après toutes les horreurs que Drake lui fait subir, y compris le harcèlement, lors de la dernière grande apparition de Drake, Louis s'excuse quand même auprès de lui, ne serait-ce que pour éviter qu'il ne devienne un ennemi à vie comme tant de rivaux de son oncle. Même si tu es un gamin monstrueux, bizarre et capricieux, je suis désolé pour la peine que je t'ai causée. Ce type a terrorisé un personnage principal, puis s'est fait passer pour une victime. Sa seule qualité sympathique est d'avoir 10 ans et le temps de grandir, mais malgré cela, il méritait plus de conséquences. David Xanatos n'est peut-être pas aussi abject que l'autre grand méchant de Gargoyle, et ne pensez pas pour autant que c'est un citoyen modèle. Il utilisera n'importe qui, et franchement tout le monde qu'il peut, pour avancer dans la vie, et si des vies doivent être ruinées dans le processus, tant pis. Retiens ton souffle, Hudson. La mort et la vieillesse ont aussi un prix. Cependant, Pagil a des limites, refusant par exemple d'aider Demona à transformer l'humanité en pierre. Xanatos a alors accepté de s'allier aux gargouilles pour arrêter cela. Ton plan semble fonctionner, Zabatos. Je n'en ai jamais douté. Et cela a finalement aidé à mettre fin à la querelle entre les humains et les gargouilles pour... C'est de bon. Tu sais, tout ce temps, je me suis demandé pourquoi je vous laissais vivre, vous les créatures. Maintenant, je sais, vous êtes utiles de temps en temps. Toi aussi. Ce n'est pas un type bien, loin de là, mais il n'est pas totalement mauvais non plus. Quoi qu'il en soit, il a quand même eu une peine assez légère. Voici le moment d'évoquer une autre menace surnaturelle, le maître des chasses dans American Dragon, Jake Long. Ce personnage est sans doute l'antagoniste le plus méprisable de Disney Channel, faisant chanter Rose, 14 ans, en menaçant ses parents. Je connais l'emplacement exact de tes parents. Il oblige à l'aider à réunir les crânes aztèques pour exaucer un vœu, éradiquer toutes les créatures magiques. Il dit que la magie est mauvaise et dangereuse, sauf quand il l'utilise dans celle-là assez raisonnable. L'hypocrisie semble vraiment fréquente chez les méchants de Disney, non? Eh bien, heureusement, à la fin, Rose parvient à l'assommer et à lui voler son vœu, souhaitant à la place la mort de tous les membres du clan Hunt. Disparaître à cause d'un vœu aurait été traumatisant, mais il était inconscient. Donc, malgré sa méchanceté, il a eu une fin paisible, comme s'il était mort dans son sommeil. Maintenant, parlons des choses non létales. On pourrait avoir l'impression que ces types s'en sont sortis un peu trop facilement, mais au minimum, ils ont quand même dû répondre de leurs crimes. Ils ont juste eu la chance de ne pas mourir pour ça. Je ne dirais pas que c'était joyeux, mais Gideon Gleeful a plutôt bien évolué durant l'apocalypse bizarre. Même s'il n'était qu'un enfant, accepter d'aider Bill Cipher était vraiment méprisable de la part de Gideon, même comparé à tout ce qu'il fait d'autre dans la série. Je vais Obtenir. vous avoir tous. Néanmoins, à la fin, Dipper l'aide à retrouver la raison pour qu'il arrête d'aider Bill à conquérir le monde, au moins pour le bien de ma belle.
Tu sais ce que Bill me ferait si ça arrivait? De quoi as-tu peur, Bill? Non, c'est juste que c'est une situation compliquée. Malgré la punition sévère infligée par Bill pour sa trahison, il en est sorti meilleur et cherche vraiment à s'améliorer. Non, plus de méchants. À partir de maintenant, je vais essayer d'être un petit Gideon, un gamin ordinaire. En plus, il est toujours ami avec ses anciens copains de prison, et tu sais ce qu'on dit. Rien n'est plus suspect que des adultes en combinaison de prison accompagnés d'un enfant habillé pareil. Kikimota trouve la suivante. Malheureusement, elle souffre d'une maladie tragique appelée syndrome chronique du sbire. Autrement dit, malgré ses efforts pour garder le pouvoir, elle se retrouve toujours sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Alors, quelle est la promotion? Qui est sous mes ordres? Presque tout ce qu'elle a fait dans la série visait à flatter l'empereur Bélos pour rester près de lui, avant qu'il ne lui ordonne de mourir dans un fossé. Ils cherchent une nouvelle main droite. Avoir toi comme ma main droite, je préférerais encore me couper tout le bras. Kikimara apparaît peu après avoir changé de camp lors de la bataille finale, mais dans l'épilogue, Matolomule la supervise pendant qu'elle aide à construire les ailes du musée de la bibliothèque. Donc je suppose que son aide lors de la finale a réduit sa peine de la prison à vie sans possibilité de libération à des travaux d'intérêt général. Ça veut dire botter les fesses de l'empereur, avec plaisir. Vous savez qu'elle a probablement tué beaucoup de gens, non? C'est bien pour la bibliothèque d'avoir de l'aide gratuite, mais je pense qu'elle mériterait une sanction plus forte. Parlons maintenant du méchant préféré d'Aladin, Abbas Mao. Pousse-toi, Jafar. Là, on est vraiment dans le grand banditisme. Blague à part, Abbas Mao est surtout un voleur maladroit, mais avec une détermination singulière. Comment? Susceptible. Les pires sorts qu'il subit dans la série ne sont en fait que les conséquences de ses propres combines dictées par la cupidité. Un jour, il sera arrêté, puis tabassé et enfin chassé de la ville. Mitch de Phineas et Ferb arrivent ensuite, apportant enfin les répercussions légales méritées par ces méchants. Il arrive avec l'une des formes de punition les plus intemporelles qui soit une bonne vieille mise au coin. Après avoir tenté de conquérir le monde en devenant la créature la plus mignonne, il est stoppé par Mip lors d'un combat à sens unique et envoyé en prison pour ses crimes. Mip! Naturellement, cela ne l'empêcherait pas d'essayer à nouveau la même chose et de recevoir à nouveau la même punition. Mario a Wario, le menton cramoisi a le Négachin et Mister Mask a Negaduck. En fait, Wario semble un peu hors de propos dans ce groupe, mais je m'égare. Negaduck est le double maléfique de Mister Mask dans le Negaverse, et on pouvait longtemps le résumer à une version malfaisante de Mister Mask. Ce type est exagérément maléfique, même pour les dessins animés. Une fois, il s'est lancé dans une vague de crimes uniquement pour passer de l'ennemi public numéro 2 à l'ennemi public numéro 1. Avec tout ce pouvoir, qui peut m'arrêter? En tant que méchant de dessin animé du samedi matin, son destin commence et se termine plus ou moins par le fait qu'il reçoit différentes formes de punitions après avoir semé le chaos pendant 11 à 22 minutes. Je ne dormirai plus jamais. Le reboot de DuckTales 2017 a révélé des infos intéressantes sur ce personnage. Negaduck était autrefois James Starling, acteur incarnant Darkwing Duck à la télévision avant d'être un héros réel. Attends, et qui? Quand Drake Mallard lui a volé son rôle dans la série, Jimmy ici est devenu complètement fou et a juré de se venger de son ennemi juré en devenant le tristement célèbre Negaduck. Cela rend ses crimes encore plus tragiques. Enfin, si tu penses que ce sont les mêmes personnages que dans la série originale, nous aussi, c'est bien plus amusant ainsi. Une grande leçon d'un dessin animé pour enfants, ne pas sous-estimer le petit méchant. Le docteur Hamsterville arrive ensuite et tu peux être sûr qu'il a mérité sa peine. Hamsterville est assez influent pour ordonner à Gantu d'agir pour lui. Le Roy ne vole pas. Pour un œil non averti, le Roy n'était qu'un Stitch rouge. Pour un œil averti, le Roy est un Stitch rouge que Hamsterville prévoit de cloner pour en faire toute une armée afin de conquérir le monde. Bien sûr, comme tout savant fou qui se respecte, Hamsterville est vaincu et arrêté pour ses crimes. Vu la gravité de ses actes au fil des années, il est difficile d'imaginer qu'il sorte de sitôt, mais il a tout de même un allié puissant et loyal en Gantu, donc il a au moins ça pour lui. Bien sûr, une fois que Gantu est arrêté, il est pratiquement fichu. Et étant donné à quel point Gantu était moins compétent dans la série que dans le film, on ne peut pas dire que ce soit improbable. Évoquons un autre méchant de série dérivée avec des comptes à régler depuis son film. Le professeur Callahan des Nouveaux Héros était sans aucun doute l'un des méchants les plus infâmes de Disney. Je parle autant de son écriture que de ses actions. Il frôle vraiment le personnage totalement sympathique. Il cherchait ainsi à se défaire de sa culpabilité, ce qui apparaît clairement lors de son retour dans la série animée.
Nous découvrons que Callan est en prison, en train de payer pour son erreur impardonnable, qu'il a lui-même reconnue. Bien qu'on ne sache pas combien de temps sa peine va durer, il assume pleinement la responsabilité de ses crimes et a même eu l'occasion de présenter ses excuses à Hiro. Tadashi aurait voulu que je te pardonne. Un jour, j'espère que je pourrai... Il n'aura plus la même vie qu'avant, mais on ne dirait pas qu'il est irrécupérable. Au minimum, il aura la conscience tranquille en sachant qu'il assume ses responsabilités. Et honnêtement, tant mieux pour lui. Nous espérons juste que sa fille lui rende visite. S'il y a un méchant incarnant le regret, c'est le roi Andreas. Maintenant, Andreas était absolument un méchant, nous ne le nions pas. Et cette main? Soupir. Cependant, nous nions qu'il soit entièrement responsable des atrocités qu'il a commises. Manipulé par son père et le noyau, il a conquis le multivers grâce à la boîte du fléau. Non, on n'a pas oublié ce qu'il a fait à Marcy. Regarde ce que tu m'as fait faire. Malgré ses erreurs, il s'est racheté en s'opposant à son père et au noyau, aidant à les vaincre définitivement. Ne crois pas ça! Tu fais enfin quelque chose d'utile. Après avoir aidé Anne et son groupe, il a passé sa vie à regretter ses actes envers Amphibia et a dû aider à la reconstruire comme fermier. Même s'il peut se racheter et réparer ses erreurs, il portera une lourde culpabilité toute sa vie, en plus d'avoir gâché la majeure partie de celle-ci dans une conquête qui n'était même pas la sienne. Mais passons maintenant aux personnages qui ont eu des fins plus définitives. Voici les morts atroces. C'est Disney Channel, donc la mort est sans doute un terme assez libre ici. Cette catégorie débute avec un personnage toujours en vie, Bill Cipher. Quelle fin pathétique. Tu peux croire qu'un antagoniste aussi brillant est tombé dans le piège le plus vieux du monde, l'échange classique des jumeaux. Un excès de confiance a suffi pour que Bill se piège dans l'esprit de Grunkle Stan en le suppliant de l'épargner. Pris de panique, il a changé de style artistique et parlé à l'envers, mais cela n'a pas suffi. Stan l'a achevé d'un dernier coup de poing, alors que les murs en flammes de sa mémoire se refermaient voyez sur lui. Bill n'est pas mieux classé, car on a suggéré à plusieurs reprises, surtout avec le récent livre de Bill, qu'il pourrait revenir. Mais pour une véritable menace comme Bill, s'approcher autant de la domination mondiale pour tout perdre à cause d'une seule erreur stupide, c'est quand même une façon assez brutale de finir son histoire. Même s'il n'est pas mort, on a dû lui donner une place importante. Eh bien, ne serait-ce pas les conséquences de mes propres actions? Puis vient Mozenrat, le méchant principal de la série animée Aladdin. Version sombre d'Aladdin, ce personnage n'a pour seule lueur que sa peau pâle. Mais blagues à part, ne vous y trompez pas, ce type est une véritable menace. Le gamin a trahi son père adoptif et mentor, Destin, qui, pour être honnête, était un vrai salaud pour prendre sa place comme dirigeant du pays du Sable Noir, puis il est allé encore plus loin en le transformant en son propre serviteur zombie. Cet homme ne plaisante pas, mais sa faiblesse reste la source de sa magie. Son pouvoir vient d'un gant magique volé à Destin, mais cela causera ironiquement sa perte. Ta main magique m'agace vraiment. Le gant d'acier absorbe en permanence l'énergie de Mozenrat, le rendant physiquement faible, bien qu'il soit un sorcier accompli. Donc, en plus d'avoir la défaite habituelle du méchant de dessin animé du samedi matin, sa première apparition porte les choses à un tout autre niveau de noirceur. Après que Mozenrat ait carrément déclaré que son gant d'acier est en train de le tuer... Tu vois, je vais transférer une essence en ton corps. Il élabore un plan pour kidnapper Aladdin et échanger de force leur corps. Et à la fin, quand il est contrecarré, Aladdin vole son gant d'acier une dernière fois avant de l'envoyer faire un tour en montgolfière qui apparemment la conduit tout droit vers l'au-delà. Non, ce n'est pas juste! Je doute qu'il soutienne les employés, mais de toute façon, ce type est sûrement mort. Ivan l'Aveugle est un antagoniste mineur de Gravity Falls, mais il a pourtant causé beaucoup de chaos. Sa société de l'œil aveugle empêche les habitants de Gravity Falls de se souvenir des événements étranges. Cela est invisible. Cet homme a effacé de nombreux esprits malgré sa connaissance des effets de la technologie d'effacement de mémoire sur le cerveau. Au final, il a eu ce qu'il méritait en se faisant effacer son propre cerveau et en changeant effectivement de nom pour devenir toute MacBumber Snazzle. Oui, je suis toute MacBumber Snazzle. Santé, tout Ismaël. Honnêtement, la peine est légère vu tout ce qu'il a fait, mais tant qu'il ne nuit plus à personne, je trouve super qu'il puisse vivre paisiblement comme barde. Ah, il vient d'être décapité. D'accord ? J'ai déjà entendu parler de changer de cap dans la vie, mais là, c'est ridicule. Pour finir cette catégorie, voici l'empereur Bélos, l'un des pires méchants de Disney Channel. En le regardant avec un peu de compassion, même si ce n'est qu'un court instant, je dirais ceci à propos de Bélos. Autrefois appelé Philippe Whitbane, un chasseur de sorcières du 7e siècle, transporté dans un royaume peuplé de sorcières et de démons, aurait forcément des réticences.
Je reste convaincu qu'il existait de meilleures réactions qu'un génocide. En plus de défier la nature en aspirant la magie des bâtons de Palisman pour prolonger sa vie, cela serait, selon moi, considéré à 90% comme de la sorcellerie. Après avoir manipulé son peuple pendant des années pour être vénéré, il a finalement eu ce qu'il méritait lorsque le collecteur l'a apparemment anéanti d'un seul coup lors du final de la saison 2. Trop lent. Vous avez l'air lent, vous aussi? Au-delà d'être projeté contre le mur, Belos a survécu en utilisant le corps de Hunter pour réaliser son plan dans le monde humain. Mais après qu'une louve surpuissante l'a vaincu à son apogée, Belos est redevenu un humain ratatiné, obligé d'endurer la pluie bouillante puis d'être écrasé par Ida, King et Rain. C'était extrêmement satisfaisant. Il faut aimer un spectacle plein de facéties magiques conclu par un bon vieux passage à tabac. Si ce n'est pas assez, ne vous inquiétez pas. Il y a encore quelques méchants qui ont subi, dit la phrase, des sorts pires que la mort. Dimona arrive ensuite. Franchement, avec démon dans son nom, on dirait qu'elle était vouée à être méchante. Pourtant, Dimona n'a pas toujours été maléfique. C'était une fière guerrière gargouille, devenue folle à cause de son ressentiment envers les humains et de la culpabilité d'avoir trahi le clan Wyvern, provoquant leur malédiction. Toute l'humanité doit payer pour ce qu'elle a fait à notre espèce. Pourtant, tout ce que fait Dimona vise à provoquer un génocide humain, et elle échappe toujours à la justice sans jamais être punie longtemps. Mais quand on y pense, elle vit avec tout cela depuis plus de 1000 ans. L'anéantissement de l'humanité. Sa haine obsessionnelle de l'humanité a envahi toute sa vie, et si l'on en croit les commentaires des autres personnages, elle va continuer sur cette voie pour le reste de sa vie, jusqu'à ce qu'elle devienne complètement folle ou qu'elle doive enfin affronter le fait qu'elle est elle-même la cause de tous ses problèmes. Elle a choisi cette situation, donc elle la mérite, mais ce tourment psychologique, on ne le souhaiterait même pas à nos pires ennemis. La médaille de bronze de la brutalité revient au principal méchant du reboot de la bande, à Picsou, Bradford Buzzard. Voici ce que nous apprenons sur cette punition infâme infligée par Magica, ou du moins par sa magie. Je suppose qu'elle doit avoir plus de mal à gérer son chagrin de manière saine, car même si elle sait par expérience à quel point il est douloureux de voir un être cher transformé en animal non sentient, c'est exactement le choix qu'elle fait pour le sort de Bradford, réduisant ce futur dirigeant à un simple animal de compagnie. Non, je ne suis pas un méchant. Non, tu ne l'es certainement pas. Je suppose qu'elle voulait juste savoir si voir quelqu'un qu'elle déteste se transformer en animal sans esprit lui ferait du bien. Voir quelqu'un mériter ce sort était bien plus agréable que de voir une personne innocente le subir. Oh, Dispel incarne aujourd'hui la brutalité. Dans la série originale DuckTales, il était surtout un personnage comique. Vraiment sauvage à jamais, il servait de bonne motivation pour sa sœur, Magica Dispel, qui voulait s'emparer du sous-fétiche de Balthazar Picsou pour le transformer à nouveau d'un corbeau astucieusement nommé en sa forme normale de canard doué de raison. Eh bien... Ne reste pas là sans rien faire. Prenons le contrôle du monde. Mais nous n'avons jamais vraiment vu cette forme originale, cependant. Jusqu'au reboot de 2017, où un épisode révèle que Po est devenu un corbeau simple d'esprit après avoir pris une balle magique destinée à Scrooge à la place de sa sœur. Quand il l'a renvoyé vers Magica, Po s'est interposé à la dernière seconde pour éviter sa transformation en animal sans esprit. Depuis quand sais-tu que j'ignore comment rendre leur forme humaine aux gens? Je suis désolée! On ne peut pas dire que ce n'est pas forcément mérité, puisque Po lui-même prenait un plaisir malsain à transformer des animaux personnifiés en animaux animalifiés. Mais cela ajoute certainement une dimension plus tragique à l'histoire. Il faut détester quand la seule fois où un méchant fait quelque chose de bien, c'est à ce moment-là que le karma décide de lui botter les fesses. Mais même si Po ne pourra probablement plus jamais agir comme lui-même, au moins il peut agir avec un certain degré de liberté. Prométhée, le porteur de peur, est l'un des méchants épisodiques les plus marquants de The Owl House, mais aussi l'un des plus mystérieux. Mais cela ne l'empêche pas de subir le sort le plus brutal chez les méchants de Disney Channel. Nous savons seulement que ce monstre, gardé sous X-Side, reprend des forces chaque année et tente de semer le chaos sur les îles bouillonnantes. Pourquoi avoir choisi un lycée de fortune pour une histoire d'horreur surnaturelle aussi dangereuse? Ça me dépasse. Lors du jour appelé Grom, un élève chanceux doit remettre l'ancien Gromy à sa place et le garder scellé jusqu'à l'an prochain. N'avoir qu'une seule chance par an d'agir de son propre gré, c'est déjà assez terrible. Mais ajouter à cela que Grométhée, étant un démon de la peur métamorphe, est probablement immortel. Réfléchissez-y. Si ce n'était pas le cas, pourquoi le garderait-il emprisonné juste pour devoir le combattre à nouveau une fois par an, alors qu'il pourrait simplement le faire disparaître et en finir? Même pour un monstre sans cœur, c'est dur à accepter.
Grom n'a qu'une chance par an de s'évader, mais chaque fois, il est battu par un enfant choisi au hasard, puis retenu jusqu'à ce qu'il récupère ses forces l'année suivante. Et ce personnage n'apparaît que dans un seul épisode.